Non, bah, je m'auto-applaudis. Hein, bon. Donc, effectivement, ça va être sur l'explication d'un long parcours, vu que ce n'est pas encore terminé, parce qu'on continue. Mais bon, un long parcours sur le NLP, alors sur un NLP applicatif. Alors, juste, parce que... Alors, je remercie, parce qu'il a oublié de remercier le Mojo qui nous accueille. Et donc là, j'ai juste un petit slide sur la boîte dans laquelle je travaille, qui s'appelle Liseo. Donc historiquement, on était une boîte spécialisée dans le pneumatique. On aspire chaque jour plus de 1000 sites internet, on récupère des flux divers et variés, des catalogues, etc., plein de choses. Et à partir de tout ça, on extrait des informations que l'on revend soit au site qu'on a aspiré, ce qui est assez sympathique, et qu'on revend aussi aux manufacturiers, à des distributeurs, etc. Donc là, il y a tout un process de travail qui est fait un processus assez compliqué, je reviendrai là-dessus après. Et comment dirais-je? Donc on a démarré dans le pneumatique en 2009, et donc maintenant on cherche surtout à se diversifier. Donc là, dernier truc que j'ai vu, je ne savais même pas qu'on faisait ça, c'est sur les parfums. Bon voilà. donc voilà, parfums, lubrifiants, camions d'occasion, véhicules d'occasion, éléments reconditionnés, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'axe principal parce que, hélas, on a pratiquement tous les grands manufacturiers à notre catalogue. Voilà. Bon. Donc là, le principe, c'est un peu l'histoire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, donc on a démarré en 2009. Je vais plutôt zoomer sur, j'avais dit c'était de 2012-2011, donc c'était en 2013, où il y a eu un petit Big Bang qui était lié au phénomène de récupération d'informations sur les réseaux sociaux. Donc des éléments qui changeaient un petit peu notre point de vue, vu que là, ce n'est pas du tout la même chose d'extraire de l'information sur des données que je qualifierais de semi-structurées, comme des pages HTML ou des catalogues, etc. Là, on récupérait, à un moment, on récupérait plus de 1200 blogs sur le pneumatique. Alors, il y a des malades mentales qui parlent du pneu, dans des trucs spécialisés. Donc, c'est bon, sur Facebook, sur Twitter, plein de trucs comme ça, en fait. Et ça, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est moins structuré. Et surtout, ça parle de temps en temps de choses qui n'ont rien à voir avec, je dirais, le titre du blog, d'autres éléments. Donc, c'est vraiment 2013 qui va nous intéresser. Et c'est à partir de 2013 où on a travaillé sur cet aspect NLP. Donc, oui, je n'ai pas traduit NLP, je pense que tout le monde sait. C'est Natural Language Processing, donc extraction d'informations à partir de textes bruts. Voilà. Donc, dernière petite chose, c'est simplement pour dire sur quel niveau on se positionne. Donc là, c'est tout le processus que l'on suit. Donc, on est comme une grosse usine, en fait. D'ailleurs, une partie de la société s'appelle Data Factory, c'est l'usine. Donc, ça démarre la mine, voilà. Donc, en gros, on extrait des informations à partir d'Internet et plein de flux. Donc là, nos activités de R&D, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? C'est un peu la course à l'armement pour extraire des choses et pour scraper des sites. Vous savez, il y a des gens qui se protègent, qui ne veulent pas être aspirés, etc., etc. Ce qui est normal. Donc après, nous, on essaye de faire en sorte de passer outre ces protections, ces captchas, ces machins, etc., enfin tous les trucs divers et variés. Donc de temps en temps, on a fait tout un système pour faire en sorte qu'on naviguait comme un humain, quoi, pour que ça soit aussi lent qu'un humain, avec les mêmes erreurs qu'un humain, et qu'on ait une vision comme un humain. Bon, ça c'est anecdotique. Ensuite, c'est vraiment la partie extraction automatique de données. Donc il y a des éléments au niveau de l'extraction de données semi-structurées ou structurées. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la partie extraction à partir de textes bruts et de textes écrits dans un langage un peu divers et varié. Là aussi, l'extraction l'application qu'on a réalisée, c'est sur 6 langues. Donc il y a aussi l'aspect multilangue qui était intéressante. Puis il y a une petite chose aussi, découverte de thématiques. Là, on travaille aussi justement pour faire la big picture qu'on avait prévue, peut-être pas en 2013, mais qu'on avait prévue ces dernières années.
c'est de dire, bah, on va extraire aussi les thématiques d'une manière automatique. Voilà. Bon. Ensuite, il y a la partie matching, donc le fait qu'on aspire des choses, etc. Ben, à l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle des entités nommées, hein, donc soit une marque, soit le nom d'un produit, soit des caractéristiques, etc. Et l'objectif du matching, c'est de dire, ah oui, mais un même produit peut apparaître sur plein de sources différentes avec une présentation, une désignation différente. Donc tout le matching, c'est de dire, ben, je vais fabriquer un référentiel où chaque fois que je vois un produit, qui a peut-être des variations de nom parce que pour des raisons X, Y, Z, le site a réduit le nom, a compacté, a fait des tas de choses. Non, c'est la même chose. Donc, même chose, si le site il s'est planté dans le produit n'existe pas, en fait, et globalement, dans le monde du pneumatique, 20% de ce qu'on scrapait n'existait pas, en fait, comme vrai produit. Enfin, produit avec toutes les informations nécessaires. Bah, là aussi, il ne faut pas le créer, etc. Bon. Donc là, la partie matching. Et ensuite, il y a d'autres éléments qu'on a pu réaliser en R&D. La détection automatique de points aberrants, des prix aberrants. Alors, un petit peu plus subtil que simplement des corridors. La comparaison automatique de produits, de dire je sélectionne un produit, hop, c'est quoi automatiquement tous les produits comparables. Alors, sachant que dans le monde du pneumatique, il y a 450 marques de produits différents, on ne s'en rend pas compte comme ça. Et il y a, je crois que dans notre base, on a 600 000 pneus différents. Donc, ça fait beaucoup de produits. Donc, c'est difficile de les comparer les uns par rapport aux autres. Donc, c'est intéressant de faire un système automatique de comparaison. Et puis ensuite, on fait aussi de l'analyse prédictive, etc. Enfin, des analyses par rapport à tous ces flux de données. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là. Alors, donc je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle Bruno Canicia et je suis le responsable de la R&D au sein de la société. Alors, R&D, très souvent, les gens voient surtout le D. Voilà. Nous, on fait aussi du R. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup fait de thèses intégrées en entreprise, des thèses CIFRE. On a eu 3 thèses, donc une dernière qui va se positionner, enfin qui va être soutenue on espère, mars de cette année. Donc, des thèses sur différents apprentissages multilabels, la notation automatique, justement, pour les données, la modélisation de thématiques, etc. Et on publie. Donc, l'objectif, c'est de publier aussi. Donc, vous pouvez récupérer ou chercher des éléments avec l'ISEO. Il y a 24 publications scientifiques qu'on a fait depuis 2014, en fait, sur plein de sujets divers et variés. Donc, l'objectif est vraiment, c'est de la vraie R&D. Enfin, on va dire c'est de la vraie R et qu'on applique vraiment à la partie développement chez nous. Bien. Indépendamment de tout ça, le cas d'usage de la qualification. Donc, le projet a été lancé en 2012-2013. Alors, c'était un peu sous l'influence d'un client qui nous a demandé ça. Bon, je ne dirai pas le nom du client. Donc, cette vision-là, c'était de, comment dirais-je, de suivre finalement ce que ressentent, ce que notent les différents consommateurs au niveau des produits. Alors ça, niveau produit, ça peut être la marque, le produit, etc. Suivant différentes caractéristiques de performance qui sont associées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La qualification, c'est de dire, bah voilà, j'ai une phrase et je peux extraire, ça parle de tel sujet, sur telle entité nommée, etc. Et c'est plutôt positif ou négatif. Alors, n'ayez crainte, c'est la seule magique formule que je mettrai dans la présentation. Ce n'est pas une magique formule, c'est simplement pour revenir vraiment à ce que c'est que la notion, je dirais, d'opinion, en fait. La vraie analyse d'opinion précise. L'analyse d'opinion, c'est arriver dans un texte à repérer une entité nommée, okay, donc un objet, quelque chose qu'on suit. Ensuite, par rapport au texte qui est derrière, c'est quoi la propriété dont parle l'internaute ou le texte sur cette entité nommée. Et ensuite, cette propriété, donc fonctionnalité, propriété, si jamais c'était, je ne sais pas, un iPhone, c'est, je ne sais pas, sa durée de vie, son rapport qualité-prix, son, comment dirais-je, son autonomie, etc., etc. Qualité d'écran, voilà, plein de propriétés. Donc c'est ça. Et là, l'internaute, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif par rapport à ça? Donc,
la vraie notion, c'est ça. Il faut repérer l'entité, définir la qualification, la propriété, et noter cette propriété. Donc, ce n'est pas un truc pour dire, ouais, globalement, le texte, il est positif, négatif. Ça ne veut rien dire. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour une vraie réalité applicative dans une entreprise. Il faut vraiment dire, oui, c'est positif, ce même produit peut être positif pour une propriété et négatif pour une autre. Donc, c'est vraiment le cœur du système. Voilà. Donc, bon, là, il y a un petit dessin, mais... Un petit exemple, c'est mieux. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de se dire, j'ai cette phrase, bon, j'ai roulé sous la pluie dans un 408 break avec les Energy Saver, 17 pouces, c'est super. Donc, l'objectif là-dedans, c'est de dire, ah, je repère l'entité nommée. Energy Saver, c'est un pneu, un produit Michelin. Donc nous, on a tout un référentiel, donc on va dire que c'est facile pour nous de repérer les entités nommées, vu qu'on a un référentiel bien construit. Donc grâce à ça, on sait que c'est Energy Saver, qui appartient à la gamme Energy, qui appartient à Michelin, voilà. Pas de problème. Bon, après, ça c'est facile, Energy Saver. Après, ça peut s'appeler EnergSave, TrucMuche, eSave, etc. Il y a plein de choses. Bon. J'ai roulé sous la pluie. Donc, j'ai roulé sous la pluie. Là, on avait défini plein de propriétés que le client aimerait suivre. On a discuté avec le client, c'est quoi les propriétés qui vous intéressent quand vous analysez effectivement quelque chose au niveau de votre pneu. Ben là, c'est la traction sur sol humide. Donc, il faut traduire ça dans une vision, c'est une propriété traction sur sol humide. Donc, c'est ça la fonctionnalité que je vais accrocher à l'entité nommée. Et c'est super, bah, a priori, c'est plutôt positif. Voilà. Tout le cœur du système, tout l'objectif, ça a été de fabriquer un système qui peut extraire automatiquement ça. Alors, c'est beau sur le papier. Donc ça, c'était en 2013. On se disait, c'est génial, super idée. Et l'objectif derrière, c'est de sortir ce genre d'analyse. Bon, là, c'est 2-3 extraits qu'on a fait. Hein. Bon, c'est ça. Globalement, pour dire, bah, voilà, les analyses, les opinions positives, négatives par rapport aux différentes propriétés qu'on peut avoir. Ensuite, les opinions positives regroupées par marque, etc. Pour se dire, bah, voilà, en fonction des sujets, même chose, là, c'est de la même vision, mais cette fois-ci, toujours le regroupement, mais par rapport à différents produits. Donc, par rapport à la vision, durée de vie, sécurité, le look, comment dirais-je, l'économie d'énergie, voilà, la satisfaction, etc. Donc, plein de choses. Et l'objectif, c'est vraiment comparer, pas d'une vision absolue par rapport à des tests, mais comparer effectivement les produits les uns par rapport aux autres vis-à-vis de toutes les propriétés et tous les retours, finalement, consommateurs qu'on a pu récupérer. Bien. Alors maintenant, on a ça. Comment faire ? Donc 2013. Bon, déjà, 2013, on s'est dit, bah, il n'y a pas de magie, il faut qu'on fabrique une base d'apprentissage. Parce que pour arriver à apprendre comment exprimer une propriété avec plein de textes divers et variés et de mots-clés divers et variés, plein de choses, bah, il n'y a qu'une chose, il faut une base d'apprentissage. Ensuite, bon, beaucoup de pré-traitement de données, de la détection d'entités nommées, la détection des qualifieurs, et l'évaluation de la tonalité. Eh bien, on va suivre exactement ce petit plan. Démarrage, création d'une base d'apprentissage. Alors, vous allez dire, pourquoi il me parle de la création d'une base d'apprentissage ? Ben, c'est tout le problème de qualification, de tagging, etc. Quels que soient vos problèmes que vous ayez, que ce soit du NLP ou de la reconnaissance d'image ou n'importe quoi, ce qui compte, c'est la qualité de votre base d'apprentissage. Ce sur quoi vous allez apprendre et avoir les exemples. Donc, et le problème, c'est qu'en fonction des gens qui qualifient, eh bien, tout est possible. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un guide, que finalement, ils comprennent ce que c'est que la qualification, etc., et pourquoi. Et donc, quand il y a des subtilités, voilà pourquoi il faut ranger dans telle propriété, pas telle propriété, etc. Donc là, il y a eu un guide, 54 pages, en 6 langues, pour expliquer
comment vous allez qualifier, chers amis? Voilà. Donc, voilà, bah là, c'est rapport qualité-prix est bon, voilà, c'est price value for money, positif. J'avoue que le prix, j'en suis super content, very positif, parce qu'en plus, à l'époque, on était un peu, comment dirais-je, non, on y croyait, donc on avait neutre, positif, très positif, et négatif, très négatif. Bon, au bout d'un moment, on a un peu abandonné. Bon, là, c'était le démarrage. On dit, ah ouais, génial, on va pouvoir faire des petites subtilités sur les niveaux. Je vous encourage à ne pas le faire. Donc, voilà. Puis ensuite, il y a des trucs un peu plus compliqués. Voilà. Voilà. Quand le prix n'est pas justifié, c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà. Donc, gros truc. Et développement d'une application pour qualifier tous les postes qu'on reçoit, etc. Donc c'était vraiment, je sais pas, on était en mode un peu hystérique, hein, donc voilà. Oh, on a un problème, tiens, on va développer une application. Bon, ouais, c'est ça, un problème, une appli, non, c'est pas ça, la pub. Bon, donc, sachant quand même, il y avait un client qui était intéressé, donc on ne claquait pas l'argent uniquement dans la pure R&D. Donc ça, c'était la version précédente. La dernière version. Donc là, justement, c'était dans une vision plus générique, parce que l'autre, elle était, comment dirais-je, très ciblée pneumatique. Or, notre objectif, c'est quand même de faire d'autres choses, pas que du pneumatique. Donc là, on avait une version, mais globalement, ça revenait au même. Hein. C'est de dire, bah voilà, on repère les entités nommées, on met un certain nombre de choses en avant, etc., voilà, pour pouvoir qualifier automatiquement. Mais il est vraiment, de toute façon, le cœur du système, c'est... enfin, à cette époque-là, il fallait créer une vraie base de qualification full option. Ensuite, donc ça, hop là, des gens, donc il y a des années et des années, pendant 10 ans, 9 ans, je ne sais plus, donc il y a des gens qui ont qualifié dans toutes les langues, dans 6 langues, pof, 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 les blogs, les machins, bah. Bon, on vendait aussi les résultats quand même, hein, donc y a pas de... ne nous plaignez pas, ça allait bien. Alors, les pré-traitements. Quelques petites choses générales. Donc tout ce qu'on faisait, bon évidemment, c'est juste des petits, c'est pour vous rappeler, hein, c'est nettoyage des données. Donc évidemment tous les bruits de fond, les caractères spéciaux, etc. Le basique. Hein, bon. Ensuite, il y a aussi le concept de document unique, parce que quand vous aspirez des blocs de temps en temps, il y a des références à des citations qui citent autre chose, qui citent autre chose, qui citent autre chose. Et quand vous l'aspirez, vous récupérez la totalité du truc. Sauf que ça biaise, parce que finalement, avec un autre bloc, vous allez récupérer l'élément élémentaire qui a servi de citation. Bon. Donc là, en gros, c'est rendre chacun des textes d'une manière unique. Et après, on a fait aussi les trucs bien classiques, hein, il n'y a pas d'invention par rapport à ça. La lématisation, donc lématisation, c'est simplement transformer en une forme canonique, hein, donc c'est ça. Donc, au démarrage, il faut toujours remonter. À l'époque, il n'y avait pas 36 bibliothèques qui le faisaient. Il y avait TreeTiger. Maintenant, on utilise Spacy. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est voilà, de traduire les mots en une forme neutre canonique. Et puis le post-tagging, qui permet d'associer à chaque, finalement, lemme qu'on a récupéré, finalement, sa classe grammaticale, le tag. Ce qui va être assez intéressant, parce que pour l'optimisation qu'on va faire derrière, bah, ça va nous permettre d'éliminer des choses qui ne nous servent à rien pour la tonalité ou la qualification. On se rend bien compte que le déterminant, on s'en fout. Alors ensuite, détection d'entités nommées. Waouh! Là, vous allez dire, ça sort d'une... C'est bien un truc d'une publi. Bah oui, ça sort d'une publi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'avais dit que je ne mettrais pas de truc de publi, c'est raté. Alors, donc, petite remarque, en parallèle, il y avait quelque chose que l'on développait, qui était une Resulteo VE. Si vous cherchez des pneus, vous avez un site internet qui s'appelle Resulteo, bon, qui existe dans tous les pays européens, et qui permet de chercher le pneu le moins cher, voilà. Bon. Donc c'est un peu notre vitrine, voilà, pour les gens. Et donc là, on avait une idée aussi géniale de dire, classiquement, Resulteo, c'est comme les sites, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des pneus sur des sites internet, mais la plupart du temps, c'est soit vous sélectionnez la marque, soit vous sélectionnez la dimension de vos pneus avec des bonnes
comment dirais-je, des listes déroulantes et vous sélectionnez la dimension, hop, vous faites recherche, et puis vous trouvez. Et nous, on voulait faire un truc nouveau. Bon. Je cherche un pneu pour ma Clio 106, enfin pour ma Clio 2006, et je préfère les Michelin. Poum. Et ça sort le résultat. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Donc on a fait un truc. Alors, bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça marchait, mais de temps en temps, c'était surprenant les résultats. Mais en tout cas, non, parce qu'il y avait des trucs, bon, je ne reviendrai pas sur ce truc, c'est un truc c'est de la recherche, donc c'est particulier. Bon, non, mais c'est de la recherche, ça veut dire, de temps en temps, il y a des véhicules, tu vois, je me rappelle d'un exemple, la Golf édition spéciale Pirelli. Pirelli, c'est une marque de pneus. Donc pour dire que cette édition spéciale Pirelli, en fait, non, c'est un véhicule, et qu'il ne faut pas considérer Pirelli comme uniquement la marque que l'internaute recherche, eh ben là, ça ne marchait pas. Voilà. Donc systématiquement, ils voyaient que les Pirelli, ils ne comprenaient pas pourquoi. Bon. Donc, on avait ce système de recherche automatique, finalement, sur une requête de recherche pour extraire les entités nommées, pour extraire ça. Il y avait tout ce truc, ce petit. Donc, on s'est dit, bah, tiens, ça serait intéressant de faire ça. Donc, c'était premier axe, via l'analyseur. Ensuite, deuxième axe, on a fait un truc avec un laboratoire. On aime bien travailler avec les laboratoires. Et eux, ils ont fait un système de post-tagger. Donc, le post-tagging, c'était de dire, bah voilà, je mets un texte et finalement, au lieu de taguer avec une classe grammaticale, je tag avec une classe bien ciblée. Ah bah voilà, ça c'est un maker, ça c'est le name d'un produit, ça c'est l'autre name d'un produit, etc. Donc ça le tag. Le problème, c'est que les post-taggers, il faut leur apprendre. Et donc, bon voilà, et puis là, c'est que sur la vision pneu. Après, il y a le véhicule, il y a machin. Donc, on a fait tout un tas d'essais où on a généré, finalement, à partir de notre référentiel, tous les textes de recherche, etc., de telle manière à apprendre les classes de chacun des tokens. Bon. Donc ça a été aussi un élément intéressant en 2015. Ensuite, on est revenu plus pragmatiquement sur une vision basée sur des dictionnaires, Elasticsearch est mon ami, et des expressions régulières. Et ensuite, un autre truc qui avait super bien marché, génial, c'était avec des réseaux de neurones. Donc là, celui qui marchait le mieux, c'était, je me rappelle bien, oui, le CNN BLSTM. Voilà. Bon. Donc plein de choses qu'on avait pu tester. Alors, quand vous regardez ça, vous dites, ah ben génial, il n'y en a qu'un. Là, celui-là, il doit être génial, parce que là, il marche à chaque fois. Même combat. Ça marche génialement, mais il faut produire une base d'apprentissage par rapport à tout ça. Donc, il fallait qu'on prenne des textes, qu'on insère les noms des entités dans les textes, de telle manière à générer une énorme base d'apprentissage pour pouvoir apprendre finalement. Alors, comme c'est très mode, c'est GPT à roulette, là, tu vois, le mot suivant, quoi. Sauf que le mot suivant, il peut être énergie, il peut être machin, il peut être plein de choses. Donc, bon, compliqué. Donc, moralité, à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Les tickers morphosynthétiques, on a abandonné, parce qu'il fallait générer une telle masse. On n'est pas Google, on n'est pas OpenAI, on n'est pas machin, on n'est pas Microsoft, donc on n'a pas des capacités de calcul infinies pour générer tout ce qu'on veut. Donc ça, pouf. Bon, là aussi, même combat. Zut, il faut qu'on génère tous les trucs. Bon, c'est mort. Termes basés sur des dictionnaires. Ben, finalement, ça marche pas mal. Donc, on a un beau référentiel. On a plein de bases de, comment dirais-je, de règles, de synonymie, etc., avec toute l'histoire qu'on a derrière. Donc, finalement, ça marchait super. Alors, on a essayé aussi des bibliothèques qui détectent automatiquement les entités nommées, quel que soit le domaine. Donc, voilà. Bon, c'est énormément de bruit de fond, donc on n'avait pas des bons résultats. Donc finalement, vous voyez, c'est le truc le plus niais qu'on a sélectionné pour la prod. Je ne veux pas dire que les trucs non niais ne sont pas bons, mais c'est toujours par rapport à l'énergie nécessaire à fabriquer la base d'apprentissage. Alors, détection. Donc là, c'est bon, on a résolu le problème des entités nommées. Alors, au fur et à mesure, hein, parce qu'on a
fait plein de versions, comme vous avez pu le voir. En parallèle, on travaillait cette fois-ci sur l'extraction des qualifieurs. Donc la partie, je roule sous la pluie ou machin, enfin freinage, voilà, tous les éléments. Donc au début, on avait fait des tests de base, là aussi il faut revenir, hein, 2014, réseau bayésien, machin, etc. Pas génial. Donc on a fait appel à une linguiste. On s'est dit, bah, une linguiste, elle connaît bien le langage, elle connaît bien les trucs. Donc effectivement, elle a créé tout un système avec des règles, donc avec tout un système avec la notion de contexte. Elle repérait les contextes, donc il y avait toute une collection de contextes. Voilà, par exemple, la notion de contexte. C'est, on a soit tailleur, soit rubber, ça c'est pour l'anglais, avec soit une entité nommée, soit un pronom de coréférence, et on a un adjectif ou un nom derrière. Voilà un contexte. Donc on cherchait tous ces contextes, alors il y en avait une collection, une douzaine de contextes, et à partir de ces contextes, on récupérait des informations statistiques sur ces contextes. Voilà. Donc, des F-scores, des machins, enfin les trucs classiques. Bon, génial, on a une énorme base avec plein de trucs, avec la fréquence des mots par contexte, machin, etc. Après, ce qu'elle a fait, la phase d'inférence, on a tout ça, maintenant on donne un texte, on dit l'entité est là, maintenant, alors ça parle de quoi? C'est quoi les qualifieurs? Et là, on avait un algorithme, alors je n'ai pas mis toutes les pages, je dirais d'experts linguistes. Et il y avait une déclinaison pour chacun des algorithmes en fonction des langues. Parce que chaque contexte était différent en fonction des langues, etc. Voilà. Bah, finalement, on a obtenu des résultats, 2016. Donc, c'est 2016, la première mise en production, 2016. Génial. Enfin, génial. Ça marchait, la mise en production n'a pas été si simple que ça, etc. Enfin bon. Parce que c'est une linguiste. Comment dirais-je, c'est pas une informaticienne au démarrage. Donc tout le magnifique code qui existe, par exemple, c'était en Perl. Le Perl, c'est pas le langage le plus maintenable qui existe au monde. Donc, bon, par contre, c'est un super langage pour manipuler du texte, etc. C'est tout ça à l'école. Bon. Donc, voilà, les résultats, pas de problème. Et après, on s'est dit, oh, parce qu'à chaque fois, on avait remonté des gens, parce que cette première version, c'était censé, dans le système de qualification, là, le système où les gens qualifiaient à la main, grâce à cet algorithme, maintenant, on pré-sélectionnait les qualifieurs. Donc, ils n'avaient pas besoin de dire, ah oui, le texte, il parle de freinage sur sol mouillé, ou il parle de ça. On préétablissait tous les éléments qui étaient à l'intérieur de la discussion. Donc, finalement, c'était une aide à la saisie des gens qui qualifiaient. Donc, ils n'avaient plus qu'à valider ou à déqualifier ou enlever des choses, etc. Donc, c'était vraiment une aide pour eux. Sauf qu'évidemment, ils nous disaient, oui, mais là, c'est bizarre, il n'a pas repéré ça. Ah ça, mais c'est n'importe quoi. Il donne cette qualification-là, il ne faut pas le faire, etc. Bon. Et donc, on s'est dit, bon, on va essayer d'améliorer. Quand vous avez des tonnes et des tonnes de pages de perles, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, oh, pitchou. Voilà, il faut penser à autre chose. Soyons plus bestial, on va dire. J'aime bien ce mot. Donc là, maintenant, l'apprentissage automatique, etc., c'est quand même plus dans l'air du temps. Donc, apprentissage automatique. Alors là, on a lancé deux axes. Je parlerai que d'un, celui qui a été mis en preuve. Il y a un axe parenthésal, c'est l'approche dite multilabel, c'est-à-dire on essaye de trouver globalement tous les labels qui sont associés à l'entité nommée dans le texte. Là, on a dit, non, je fais label par label, les uns après les autres. Voilà. Donc, c'est un peu la différence. Donc, on apprenait un modèle par langue et par qualifieur. Donc, les jeux de données, c'est les mêmes que d'habitude. Hein, voilà. Alors, petite remarque, évidemment, c'est comme tout système de NLP, vous avez beaucoup de trucs positifs. Enfin, vous avez énormément de trucs neutres, des trucs positifs et peu
peu de trucs négatifs. Donc vous avez par définition un jeu d'apprentissage qui est particulièrement déséquilibré. Donc ça va être un vrai problème pour nous aussi, au niveau apprentissage. Donc, ce qu'on a fait au démarrage, voilà. On a fait du TF-IDF, on a testé différents algorithmes d'apprentissage standards. On n'est pas, c'est pas lancé dans le, comment dirais-je, c'est de la classification. En fait, là, c'est de la classification classique. 3 algorithmes, régression logistique, random forest et naive Bayes, les réseaux bayésiens. Voilà. Donc on s'est dit, bah voilà, hop, c'est super résultat. En fait, non. On avait un peu oublié un petit quelque chose. C'est très léger. C'est très léger. C'est-à-dire que là, on a pris tous les éléments, on a enchaîné, on a fait le TF-IDF, etc. Et on a fait le test avec un sous-ensemble qu'on avait extrait, etc. Sauf que le sous-ensemble, lui, il avait aussi participé au TF-IDF. Bah oui, ouais. Sauf qu'en fait, dans la réalité, quand il y a un nouveau poste qui arrive, c'est un poste qu'on n'a jamais vu. Donc à l'intérieur, il peut y avoir des mots qu'on n'a jamais vus. Donc, voilà. Donc là, on s'est dit, ah ouais, trop beau pour être vrai. Mais il y avait un lieu auquel un jeu de test, cette validation était connu. Donc en fait, alors, ça paraît comme erreur, j'en conviens. Mais bon, on était dans une espèce de fouille. Mais bon. En réalité, on a corrigé ça, et là, les résultats ont été moins bons. Mais on te reverra dessus. Donc, post négatif, post positif, on a fait les 3 quarts, la validation en commun, le TF-IDF que pour le trend test, et puis ensuite, on retrouvait les éléments par rapport à comment dirais-je, au poste qui arrive. Bien. Alors, petites améliorations. On a fait plein de choses, parce que là, ça a mis du temps, tout ça, 2019-2021. Donc, au résultat, voilà, augmenter la taille du vocabulaire sur le trend test, améliorer les choses, augmenter le ratio de post positif. Donc là, on a fait tout un système où, en fonction du nombre de post positifs, du ratio, de la langue, etc., quels étaient les meilleurs ratios d'augmentation du nombre d'éléments, enfin, le ratio entre le négatif et le positif. Là, on avait fait du TF-IDF, on a testé du retour classique, en fait, comme haute représentation des tokens. Ensuite, on avait, parce que là aussi, il faut dire post. Quand on parle de post, alors les gens se disent, bah oui, c'est un petit texte, il parle d'un truc, voilà. De temps en temps, il y a des gens qui mettent des pages, qui parlent de tout et n'importe quoi. Enfin, au début, ça parle de pneus, après, ça parle du dernier, comment dirais-je, rallye de Formule 1, après, ça repart avec autre chose. Bon, donc là, l'objectif, et à l'intérieur, il peut y avoir différents éléments, il peut y avoir différentes entités nommées qui sont à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de découper le poste de telle manière à se dire, oui, je prends l'entité nommée et je prends tous les textes qui sont autour de cette entité nommée, soit directement, soit par co-occurrence. Donc, voilà. Donc là, on a intégré les postes complets et les postes découpés. Comme ça, au moins, parce que on faisait que les postes découpés avant, là, on a préféré avoir les deux. Donc ça marche mieux. D'autres algorithmes, bon, le roi de la classification, XGBoost, bon voilà, on a intégré. La notion de famille de qualifieurs, on reviendra là-dessus, par rapport à tous les tests qu'on a fait, parce que là, on a fait que tester pour voir les résultats, etc. Pour dire, c'est quoi les ratios les plus optimales par rapport au long, par rapport au nombre de postes qu'on a, etc. Et donc, notion de famille, et puis ensuite, à la fin, on a fait un binding, donc le but, c'est de regrouper, d'avoir plusieurs modèles, et puis ensuite faire un vote par rapport à ces modèles. Et ensuite aussi, pour des raisons de performance et aussi d'être plus élémentaire, enfin plus direct, l'imitation du vocabulaire. Donc les classes grammaticales, en fait, elles sont importantes. Parce qu'à la fin, on ne conservait que les classes pertinentes, en fait. Les éléments, le là, le machin, le truc, l'adverbe, le pouf, ça, on a tout viré. Bon. Et intégration de la notion de synonyme, etc. Bon, les synonymes, c'était par rapport à la proximité dans l'espace portugais. Et puis des petits trucs, on va pas dire, des petits regex, voilà. Bon.
marche bien les règles. Pour des trucs très très ciblés, c'est pas mal. Donc voilà, donc quand je disais qu'à la fin on a essayé de découper ça, c'est nos familles en fait. Voilà les typologies, de dire bah, voilà, dans ce truc, pour cette langue-là, etc., bah, est-ce qu'il y a des familles de qualifieurs? Oui, non. Est-ce que le ratio des postes multiples est supérieur à 2? Est-ce que la typologie est normale? Et que, enfin, ça c'est l'objectif. Ça, le découpage, le type de ratio, etc. Donc on définissait finalement un certain nombre d'éléments qui nous permettent de piloter le choix qu'on va faire de ces hyperparamètres qu'on va appliquer sur la base d'apprentissage. Et à la fin, on a retenu que 2 modèles qui étaient les meilleurs, en fait. XGBoost, qui est toujours meilleur. Et régression logistique, en tout cas sur les articles. Bien. Donc voilà un peu les résultats. C'est toujours sympa d'avoir des résultats. Bon, évidemment, vous allez dire, bon, c'est un peu déprimant. Bon, il y a quand même des résultats qui sont pas mal. Hein. Pour le qualifieur 483, c'est vrai que j'aurais dû mettre le nom à quoi ça correspond. Ah, on est super bon. Enfin, moi, j'appelle ça super bon. Mais sur le 619 qui est en bas, là, bah, on n'est pas bon du tout. Bon, après, c'est une vision, typologie, ça c'est du normal. Donc, dans les normaux, on est plutôt ouais. Quand on a des ratios faibles, etc., donc c'est par rapport à la typologie précédente, bah, effectivement, on n'a pas assez de texte, on n'a pas assez d'exemples, etc. Le ratio, finalement, de base, même si on booste le truc, puis dès que c'est extrême, alors, aussi, il y a des extrêmes où on y arrive bien à, finalement, transformer. Bon, et vous voyez, dans le néerlandais, là, bon, on a très peu de postes sur le néerlandais, c'est une langue particulière, donc, bon. Mais toujours est-il que ça allait bien. Enfin, en tout cas, on a fait... alors ça, c'est le pipeline total final full option. Oh oui, je vais dire, c'est quoi ce délire? Non, mais il y a des trucs, c'est tout bête. Hein. Bon, voilà, on détecte la langue parce que de temps en temps, il y a la langue dans le truc, mais c'est pas toujours la bonne langue. Bon, on charge les modèles spécifiques. Bon, voilà, on fait, comment dirais-je, le nettoyage, le cleaning, le post-tagging, on les baptise, on applique les synonymes, voilà. Et là, on applique les features, on splitting, etc. On coupe les éléments. Et puis là, il y a vraiment la partie classification qui est en bas. Là, c'est la partie pré-processing. Et la partie classification, c'est vraiment celle-là. Donc, ça avec les qualifieurs. Donc là, c'est pour récupérer les qualifieurs que nous avons là. Faire la classification, le pipeline, voilà, le timing, le IG. Bon. Et ça, c'est la partie apprentissage. Donc là, on obtient des modèles à la fin. Bah, il faut faire l'inférence à la fin. Donc on a aussi un petit truc d'inférence quand même. Voilà. Mais là, plus simple. On load les modèles. On a le pré-processing et on fait la classification. On a un nouveau poste. Pops. Quelle entité, quel machin, quel qualifieur. Hop, ça sort. Donc après, dans la réalité, la vraie vie, donc là, j'avais mis les résultats de l'apprentissage, machin. Dans la vraie vie, ben voilà les scores qu'on a. Alors, c'est vrai qu'on a une amélioration par rapport à l'ancienne version. Elle est appelée le catalysme. Bon là, c'est plus classe. Enfin, c'est plus classe, c'est plus raisonnable. Ronald. Voilà. Bon. Donc, je sais même plus ce que ça veut dire. Bon. Alors, il y a quand même des grosses améliorations qu'il y a eu parce que le catalysme, avec toutes ces règles d'extraction, etc., ben, finalement, elle couvrait, quand elle qualifiait, mais il y avait beaucoup de pertes au feu. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de postes, ben non, on trouve rien, on trouve rien, on trouve rien. Là, dans la plupart du temps, on trouve toujours quelque chose. Donc, grosse amélioration de couverture. Donc, il faut aussi voir ça, le pourcentage par rapport à la couverture. Donc, on a augmenté le pourcentage et en même temps, on a augmenté la couverture par rapport à ça. Donc évidemment, vous allez dire, après, on peut s'amuser à jouer avec les éléments, parce que là aussi, tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce que, là, c'était dans la vision, j'essaie d'aider les gens qui qualifient. Pré-matcher, finalement, le travail de qualification manuelle. Si on était dans une vision, je veux faire du full automatique, c'est différent. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien dire, ah oui, mais on va être beaucoup plus hard, c'est-à-dire on va augmenter la masse
de données qu'on va récupérer, ouvrir les vannes, comme on disait. Voilà, on ouvre tout, on prend tout ce qu'on a dans notre base, pas uniquement les éléments, les sous-ensembles qu'on passe aux gens pour la qualification. Et là, par rapport à tous nos hyperparamètres, on est beaucoup plus hard. Donc en réalité, on va monter grandement tout ce qui est résultat. Mais peut-être qu'on va dégringoler à ce niveau-là. Mais tout dépend, parce que on va dire que si l'axiome de base est de dire je considère que finalement on ne va pas avoir de biais par rapport à ça, c'est-à-dire que les résultats qu'on va avoir en ouvrant les vannes, en qualifiant de manière full automatique, mais en étant certain du résultat, statistiquement, un axiome, c'est, comment dirais-je, le paradigme auquel on croit, bah, ça va quand même donner des résultats pertinents. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, les petits éléments. Donc là, c'était avant et après. Donc, bah, c'est un peu, finalement, il y a eu beaucoup moins de création, finalement. Là, c'était un défondrement des qualifieurs qui manquent. Donc, on en trouve beaucoup plus. Bon, effectivement, il y a une montée des qualifieurs qui sont pas bons, parce qu'on a ouvert les vannes. Donc, si on avait été plus réducteur, bah, ça aurait. Mais l'objectif, c'était de dire, il n'est pas bon, c'est facile de supprimer. Enfin, en tout cas, au niveau de l'interface, je supprime. Créer un truc, c'est je vais le chercher, je machin, je associe, etc. Donc, pour les gens qui étaient pour la qualification, bah, ils préféraient ça. Alors, et là, on a que les qualifieurs. Dernière étape, je ne suis pas en train de délirer, bon, ça va. On délirait en termes de temps. Détection de la tonalité. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mixé deux choses. On a mixé, parce qu'il y a plein de bibliothèques qui existent pour faire de la détection de tonalité. Donc la bibliothèque qu'on a choisie, ben là c'est par rapport à différents tests de bibliothèques, c'est TextBlock. Bon. Bon, qui n'est pas terrible quand même. Mais bon, ça sort quand même un résultat. L'intérêt, c'est, comment dirais-je, pour le cas où on a, comment dirais-je, aucune information, c'est pertinent. Si tout d'un coup on est sur un nouveau domaine qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas de base d'apprentissage, bah, c'est mieux que rien. Autrement, on a pris un autre modèle d'apprentissage cette fois-ci. Donc on a réappliqué exactement le même principe que précédemment, mais cette fois-ci à la tonalité. Donc on a appris la tonalité par rapport à tout ce qui avait été défini dans la base d'apprentissage. Donc là, voilà, gros élément. Et bon, donc on a des résultats, là aussi, c'est comme d'habitude, hein. On est bon positif, on va dire aléatoire en neutre et en négatif. Non, soyons positifs. Alors, de toute façon, c'est la magie, il faut faire un score, etc. C'est le nombre d'éléments vraiment qu'on a raccrochés, etc. Bon. Donc là, finalement, le choix du modèle hybride a été plutôt meilleur que l'utilisation de la bibliothèque. Donc, c'est ce qu'on a sélectionné. Et maintenant, bah, finalement, pile 1 heure. Tu m'avais dit 1 heure. Alors, on va poser une question après. Hop là. Alors voilà la big picture. Parce que là, ce qu'on a fait, notre objectif, c'est de faire d'autres choses. Parce que là, on a fait des trucs par rapport à les creux. Voilà. Sauf que tout ce qu'on a vu, tous les modèles, tous les trucs, ça ne marche que pour les creux. Mais, voilà. Notre objectif, c'est justement d'appliquer la même chose sur d'autres domaines. Bon, lubrifiant, parfum, etc. Bon, je ne pense pas que c'est freinage sur sol mouillé qui les intéresse beaucoup. C'est pas le texte. Bon. Or, là, on n'a pas le temps de mettre X bonhomme pour qualifier. Alors, vous allez dire, faites appel à
constructeur, que machin, etc. Oui, mais enfin bon, il y a un coût aussi, tout ça, de qualifier, etc., plein de textes vis-à-vis de ça. Donc, l'objectif ici, c'est de dire se passer de la qualification manuelle. En tout cas, de minimiser au maximum la qualification manuelle. Comment le faire? Bah, l'idée qui est derrière, et qui a fait l'objet de la thèse, qui va être soutenue en mars, c'est de dire, bah, à partir de tous les textes qu'on a reçus, j'ouvre les vannes, allez, je vous présume, tous les blogs, donc là c'est pour le revêtement de sol. Ça, bon, désolé. Bon, on a fait des trucs pour le revêtement de sol. Bon. Voilà, donc ça, on a plein d'éléments qui arrivent, on mouline l'algorithme, et ça nous sort via, alors l'algorithme c'est dans la philosophie topic modeling, topic model, donc ça extrait, ça définit, mais sans apprentissage, ça sort les thèmes principaux, automatiquement. Donc c'est, autant tout ce que vous avez vu précédemment, c'est du supervisé, hein, voilà, base d'apprentissage, là, c'est totalement non supervisé. Alors, ça, oh génial, des thèmes comme ça. Bon, c'est plus subtil que ça, parce que ce que l'on appelle un thème, c'est une collection de mots, en fait, hein, qui sont rangés par fréquence, etc. Enfin bon. Donc, toujours est-il qu'il y a des mots avec des points, etc., et ça représente les thèmes. Bon, évidemment, alors on pourrait utiliser GPT-3 ou ChatGPT pour dire, avec cette ligne de mots, fabrique-moi un nom de thème sympa. Bon, ça pourrait être intéressant. Bon, la plupart du temps, c'est les mots principaux qui sont au début, etc. Donc, ça présente ces thèmes, et finalement, c'est nos thèmes. Enfin, ces topics qui sont extraits automatiquement, ça va être finalement les thèmes. On ne connaissait rien à ce domaine, ben voilà les thèmes principaux, et on les nomme. À partir de là, on a des thèmes. Ben, on peut appliquer de la classification, parce que les thèmes qui sont associés bien à des éléments dans les blocs, par rapport à des mots importants, etc. Donc, on peut reconnecter sur une technique d'apprentissage qu'on a précédemment. Et je veux dire, je base sur ces thèmes qui ont été détectés pour apprendre les thèmes au sein du modèle. Enfin, au sein de tous les blocs que l'on a. Et créer finalement un modèle équivalent sans que personne n'ait qualifié quoi que ce soit. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière la big picture. Donc, évidemment, il y a toujours l'extraction d'entités nommées. Donc là, pour le revêtement de sol. Donc, on doit toujours trouver les entités nommées. On a le truc avec les topic qualifiers. Par contre, pour la tonalité, là, il n'y a pas de miracle. On ne va pas faire de l'apprentissage. Donc là, on va devoir utiliser une bibliothèque ou notre outil X ou Y pour détecter finalement la tonalité qui va être associée à ce morceau de texte qu'on va soumettre. Et donc ensuite, c'est terminé. En fait, là, on a créé un modèle. Personne n'est jamais intervenu. Alors, on va quand même vérifier 2-3 trucs. Il faut intervenir sur peut-être les topics, les retravailler, etc. pour que ça soit un peu cohérent. Mais en tout cas, on n'aura pas fait bosser X personnes pendant 10 ans à qualifier chacun des blocs et à dire c'est ça, c'est accroché à telle entité nommée. Et l'objectif, après, on a un nouvel élément et ça nous sort finalement le résultat avec c'est telle entité nommée, tel thème ou telle collection de thèmes, telle tonalité pour chacun des thèmes. Voilà. Donc ça, normalement, il va y avoir un premier test qui va avoir lieu en 2023. Alors ça va être sur des... on diversifie. Hein. Donc ça va être sur les produits blancs et produits bruns. Donc les machines à laver, les machins, les téléviseurs. Voilà. Donc pour sortir les thèmes les plus utilisés, enfin les plus discutés finalement, et ensuite qualifier d'une manière automatique les éléments qui sont sortis. Voilà. Pile 1 heure. On t'a mis la pression.
Ouais, tu m'avais dit 1 heure. Hop, tiens. Alors, je sais pas si vous avez. Alors, je présume que tout le monde a envie de boire un coup et manger des pizzas, mais si vous avez déjà des questions ou autre chose, où je vous ai assommé d'une manière utile. Ah, oui. Pour le topic modélique, vous utilisez quoi comme algorithme? Alors, c'est un algorithme qu'on a développé. Ah, ok. Donc, qui est présenté, d'ailleurs, il y a une conf en ce moment. Bah, là, c'est l'aspect dynamique qui est présenté, je crois, EGC, là. Et donc, c'est un algorithme particulier. Donc, on s'est basé sur les travaux, on va dire, de... Comment il s'appelle déjà Dieng. Le Dieng. Voilà, les Dieng, voilà. Les 2 grands masters, en fait. Et il y a une déclinaison qui a utilisé, effectivement, comment dirais-je, une transformation de l'algorithme de telle manière à être plus pertinent et aussi à permettre l'évolution dans le temps. Il y a 2 algorithmes qu'on a fait. Une vision, comment dirais-je, en utilisant la prolongation lexicale à l'intérieur de l'algorithme topic modeling, on va dire, et ensuite la vision dynamique. Parce que le gros problème du topic, c'est que, parce qu'on en a déjà fait pour d'autres clients, en fait, l'extraction automatique de thèmes, sauf que, comment dire, ils veulent suivre les thèmes, pour dire justement, le thème là, machin, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, les thèmes peuvent évoluer. Et moralité, quand on fait le classement, enfin, la classification, bah là, ça commence à poser des problèmes parce que finalement, il y a des nouveaux thèmes qui apparaissent. Et donc, la vision qu'on avait dans le temps se déforme. Et donc, voilà, Et du coup, ça vous pose pas de problème à la classification? Bah, pour l'instant, on est dans un mode, on part, on n'a pas encore, comme on est dans un mode, comment dirais-je, nouvelles données, on va pas avoir beaucoup de données dans le temps. Là. Donc là, on est from scratch. Donc on va dire, bon, puis on espère que, ben, je sais pas, typiquement sur le domaine des produits blancs et bruns, j'espère qu'il n'y a pas des thèmes qui apparaissent en génération spontanée. Bon, je sais pas, hein, je ne suis pas très au fait de ces produits-là. Par contre, les éléments, les tests qu'a fait notre thésard, lui, c'était sur des jeux de données classiques, on va dire, qui étaient par rapport à tous les comptes rendus de l'ONU, etc. Donc là, évidemment, les thèmes sur plusieurs années, c'était sur 20 ans, 30 ans, là, on voyait bien l'évolution des problèmes qui a bien changé. La crise climatique, c'est pas... voilà, les thèmes sont apparus relativement récemment. Quoi, voilà. Donc, c'est pas parce que je vous regarde qu'il faut poser une question. Hein. Oui. Comment vous mettez en production, en fait? Enfin, comment on part de la recherche à vraiment mettre ça chez le client, que ça tourne? Alors, très bonne question. Je reviendrai avec une petite expérience, je remonte dans le temps, pas forcément sur le DLP. À une époque, on était vraiment un truc de R&D. Pure R&D. Voilà. Truc ça me fout, machin, etc. Donc on développait nos algorithmes dans notre coin, en R, en machin, voilà, plein de trucs. Et on disait, bah voilà, l'algo c'est ça. Alors c'est ça. On l'expliquait sous une forme d'une feuille. Voilà, un truc, une succession de feuilles. Et je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué, ce qui fait qu'on a changé de point de vue maintenant. Ça m'a beaucoup marqué, où il y avait un petit algorithme qui permettait de détecter automatiquement le cycle de vie d'un produit. C'est-à-dire de dire, est-ce que le produit que j'ai, est-ce qu'il est en phase d'apparition sur le marché, de stabilisation, de déclin ou de mort. Bon, ça c'était important pour nous parce que, hélas, les produits morts sur le marché, il y en a énormément qui se vendent. Ils sont toujours en vente. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon. La rémanence des produits sur le marché, sur le net, c'est colossal. Bon. Et donc ça, l'algorithme, il faisait 2 pages. Je me souviens. L'implémentation, dans la prod, on va être gentil, du RAM. Alors, je mets un petit bémol quand même, c'est méchant, parce qu'en même temps, on migrait, enfin, on changeait de paradigme aussi. On passait en mode big data, architecture Hadoop, on découvrait plein d'autres choses. Donc la prod découvrait aussi
une nouvelle infrastructure, etc. Mais là, on s'est dit, il y a comme un petit problème. Donc maintenant, on a changé complètement d'optique. C'est-à-dire que là, maintenant, on est très proche de la prod. Enfin, de l'environnement. On développe vraiment presque dans un environnement de prod, avec les mêmes technologies. Donc typiquement, là, on est chez nous, bon, on a encore changé, maintenant on est sûr, mais bon, ça reste la même chose. On était à Spark pour la partie vraiment massive. Voilà, et on s'est spécialisé, on fait que du Python pour la partie vraiment machine learning, etc. Comme ça, le Spark, boum, il peut être mis vraiment et déployé directement sur notre prod. Et le Python, bah, en fait, ils encapsulent ça dans des lockers, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, on est vraiment, on va dire que enfin, on va dire, ils n'ont plus grand-chose à faire à part des petits problèmes de déploiement, de machin, de mise dans l'infrastructure de prod générale. Mais en tout cas, on est conforme. Et ça, c'est un truc fondamental. Parce que là, je me rappellerai toujours de ces deux pages. Ça m'a tué. Donc, déjà, c'est pas possible. Voilà, bon. Donc, voilà. Donc, être le plus proche possible de la prod, je pense que c'est fondamental pour un truc de R&D où quand même, on nous demande quand même de temps en temps des résultats. Merci. Je cherchais un peu mes mots pour formuler la question de manière appropriée. Mais quelle est l'approche de votre système, je dirais, et désolé si vous avez déjà abordé cette question-là, vis-à-vis des fautes d'orthographe, par exemple? Ah bah, enfin c'est... Non, mais en fait, quelque part, les fautes d'orthographe. Bon, après, il y a beaucoup de choses. Ben justement, l'intérêt du Word2Vec, etc., c'est qu'en fait, ça fabrique pas mal de modèles, en fait, par rapport à ça. Alors, il y a deux choses. Il y a les bonnes distances de base qu'on emploie pour réduire ça. Et le fait que, comment dirais-je, la prolongation lexicale positionne quand même les mots qui sont avec un orthographe proche, évidemment utilisés un certain nombre de fois, parce que là, il faut quand même qu'il y ait une utilisation, mais ils sont proches. Et justement, le truc de synonyme, alors, qui apparaissait, il y a un petit truc de synonyme qui est tout au fond, là. Ah là là, où est-ce qu'il est, le synonyme? Voilà. Ça, c'est basé sur des prolongations lexicales. Donc, on le fait à la fois à ce niveau-là, et on le fait aussi à la fin. Du coup, il y a des... Oui. Oui, je me permets de rajouter juste dans un second temps. Il y avait un autre cas qui m'était venu en tête aussi. C'est parfois les doubles, comment dire, double langage. Ah oui, bah ça. Est-ce que c'est peut-être pas spécifiquement dans le domaine du pneu, parce que ça pique moins, mais ouais, le double langage, l'ironie, les machins, les trucs comme ça. Là, je peux. Vous le dites carrément. Non. Enfin, nous, à notre niveau. Comment le domaine, non, mais là comment le domaine va s'adapter face à ça? Ça, j'espère que. Enfin, nous, on considère que statistiquement, il y a peu de gens qui utilisent le double langage. Là aussi, notre but, c'est de faire des indicateurs. Donc, c'est une vision macro. Donc, s'il y a X% d'erreurs, évidemment, si tout le monde utilise le double langage ou fait des jeux de mots ou des trucs un peu machin, là, on est mort. Mais là, la vision, c'est quoi la tendance? C'est quoi le positionnement d'un produit par rapport à un autre vis-à-vis de telle propriété? Donc, quelque part, c'est pas le fait de dire, oui, j'ai bien trouvé sur ce blog-là ou cet élément, ce petit texte, ah oui, j'ai bien trouvé que c'est positif ou négatif, etc. Bon, je me suis planté, j'espère que dans la majorité des cas, je ne me planterai pas. Donc, faut bien se dire, c'est l'agrégation, et d'ailleurs, on avait fait une étude pour justement dire, le fait de remonter d'un cran, en fait de dire, parce que là, justement, quand on a vu les résultats, on s'est dit, oh, putain, c'est quand même un peu déprimant. Voilà. Si on remonte au niveau simplement de la marque, je ne parle pas du produit élémentaire, mais de la marque, ou regroupement de propriétés. C'est pour ça qu'il y a des familles de propriétés. Ben, en fait, ça, on est beaucoup plus juste. C'est-à-dire, si on agrège tout, en fait, quelque part, l'erreur disparaît. Ouais, se noie. Nous, toujours notre philosophie de dire finalement,
augmentons le nombre de flux de données qu'on qualifie et espérons. Enfin, c'est un peu cette vision, notre vision de dire voilà, c'est comme ça qu'on va cutter le. Mais il faut beaucoup de données. Donc, Ok. voilà. Merci, et désolé. Mais le double langage, l'ironie, les trucs. Non, mais ça, c'est. Je n'y crois pas. La partie du coup abréviation fait partie des synonymes. Oui, tout à fait. Et puis on a aussi, il faut bien se rendre compte que on a, dans ce cas particulier, alors c'est vrai que sur les nouveaux systèmes, ça sera plus compliqué, mais même pour les noms de produits, en fait. Nous, on a tout un tas de règles de matching, etc., qui ont été stockées, donc qui nous permettent de passer finalement dans la partie qui détecte, match les produits qu'on trouve sur les pages HTML pour dire ça correspond à telle ligne dans le référentiel. Et en fait, on utilise ce système-là, on part le truc, on part les éléments, et en fait, il nous trouve celui qui est le plus proche. En fait. Donc, voilà, on a ce système-là. C'est l'avantage d'avoir un historique par rapport à ça. On sera confronté sans doute au problème si on est dans le. Enfin, on va le voir parce que je ne connais rien dans les produits blancs, enfin, à part avoir acheté de temps en temps une machine à laver, un truc comme ça. Je sais pas, les noms de produits, à part FBW machin, truc mu, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra. Oui. J'ai une question. Il y a enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un nom, c'est pas trop revenu. Et en fait, je voudrais savoir comment vous avez vécu ça, l'arrivée de BERT. Ah oui. Alors, BERT, tous les systèmes qui après le mot suivant, etc., enfin, soit avec du masking, soit ces modèles de langage moderne, voilà, comme voilà, tous ceux. Alors, on l'a bien pris, déjà. Mais le problème, c'est que par rapport à ce problème hyper précis, qui est de dire, moi je veux, comment dirais-je, c'est vraiment trouver un élément. Enfin, il faudrait que, typiquement, on a testé BERT et les grands modèles de langage pour autre chose, en fait. L'idée qui était derrière, justement, on a peu de trucs négatifs. Donc, l'idée qui était derrière, c'est de dire, eh ben, on va faire générer, avec ces grands modèles de langage qui sont faits qui sont super bons en génération, en fait, de dire, bah, on va faire générer des choses. Sauf que, comment dirais-je, c'est, pour l'instant, enfin moi, on avait testé sur, pas ChatGPT, mais la version précédente qui était disponible en ligne, machin, etc. Donc pour dire, bah, on met une liste de propriétés d'éléments et fabrique-moi du texte, en fait. Donc on a fait ça. Et le problème, c'est incontrôlable. Je m'explique. On met Michelin, machin, on met toute la liste des propriétés du pneu, on dit, bah, voilà, à partir de ça, fabrique-moi un texte, machin, blablabla. Et il m'a fait 4 lignes sur Michelin, grande société française, machin, leader. C'est pas notre problème, en fait. Donc, c'est le fait d'arriver à contrôler. Le problème, pour moi, pour ces grands modèles de langage, c'est de contrôler ce qu'ils produisent. Oui, vas-y. Après, je crois qu'une partie intéressante de BERT, c'est surtout après de récupérer comment lui Oui, transforme c'est ça. un peu comme les Word2Vec. Pas forcément le côté création de texte, plus le côté. Ce qu'on avait dit, c'est qu'à un moment donné, on fait le test, mais cette fois-ci pour l'aspect codage, justement. Oui. Voilà. Parce que là, finalement, on utilise soit du TF-IDF en fonction de nos règles, soit du Word2Vec, c'est bon. Bah là, on s'était dit, quand on aura le temps, Oui, parce que c'est ça, en fait. c'est de dire, bon bah, on va faire du BERT pour coder. Mais que ça serait une utilisation pour le codage. Moi, je pensais que c'était par rapport à... Non, c'est parce que je sais que c'est beaucoup utilisé et qu'en fait, actuellement, si on veut publier, surtout dans le domaine du NLP et même, c'est très compliqué parce qu'il y a BERT, en fait, et que ça... Bah oui, ça met tout de suite à un niveau... bon. C'est pour ça que je posais la question, parce que vu que vous publiez, bah oui. je me dis que ça a été compliqué, j'imagine. Sur cette partie-là, on publie que sur les parties vraiment où on a travaillé. Typiquement là, les parties du monolabel. Donc on a un algorithme multilabel qui faisait à la fois le labeling, la détection de qualifiants, et aussi la qualification.
Donc il faisait la totalité, c'est-à-dire à la fois, finalement, il faisait à la fois la détection multivariate et la régression qui est associée à la tonalité. Donc ça a été une publication, une thèse, il y a eu pas mal de publications. Et là, sur le topic modeling. Là, typiquement, là-dessus, on n'a pas publié, parce que sur le truc qui est en prod au jour d'aujourd'hui, bon, on a publié sur le topic modeling, machin, etc. Voilà. Mais effectivement, sur ce mécanisme actuel, on n'a pas publié. Voilà. Parce que là, je pense qu'on se... Bon, pour ça, je publie GitHub, quoi. Mais pour dire, bon, après, mais tout peut être améliorable, hein, parce que BERT s'est apparu. C'est quelle année, BERT? Voilà. Bon. Mais on s'était interrogé, mais après, on dit, oh non, on est trop... Ça suffit. Voilà. Donc, mais effectivement, en plus, c'est là. Pardon. Parce qu'avec BERT, vous aurez des problèmes pour les références de produits évidemment. Oui, mais là, c'est... Voilà, mais ça serait que pour le codage. En fait, pour moi, c'est remplacer le codage, finalement, des tokens, en fait, hein, ni plus ni moins. Je veux dire, bah, c'est une autre technique de codage, on peut l'utiliser aussi comme une autre technique de codage. Donc, Ah, j'ai une petite question, genre de côté ML, plutôt au niveau scrapping, vous n'en avez pas trop parlé. ah bah non. Ça a été... C'est moi le Si vous n'avez pas les connaissances, c'est pas grave. Non, non, mais pas de problème. Quand vous achetez un nouveau produit, du coup, au niveau scrapping, vous ouvrez encore plus les vannes, en quelque sorte. Ah bah, de toute façon, nous, quand on aspire pas par rapport au produit. D'accord. On aspire la totalité des sites. Ouais. Tout. Donc, justement, l'objectif, c'est de récupérer aussi des nouveaux produits. Donc, quand on aspire un site de pneus, on aspire tout le contenu du site de pneus. Un site pour les huiles moteurs, on n'y connaissait rien, on n'avait pas de référentiel. On a pris toutes les segmentations huile moteur, etc. et on a tout aspiré. Bon, évidemment, à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est mal classé dans les sites, hein, parce que de toute façon, il y a tout et n'importe quoi. Il y a aussi des huiles style nourriture, c'est Amazon. Donc, je sais pas ce que ça faisait là, mais bon, il y a quelqu'un, le dealer a dû mal ranger son truc. Bon, c'est pas grave. Mais donc, non, l'objectif, c'est justement, ce qu'on vend aussi à nos clients, c'est le fait de détecter des nouveaux produits, sans arrêt, de nouvelles choses, etc. Donc, on a des alertings par rapport à des nouveaux produits, par rapport donc, voilà. Ah non, non, il faut plus aspirer. Et vous les stockez en local ou Alors, avant, on a tous, depuis l'origine, on stocke tout. Alors, avant, on avait un centre serveur, et maintenant, c'est chez un petit fournisseur, parce qu'on s'est cloudifié complètement. Donc, c'est chez Amazon. J'espère qu'ils ont bien vu mes références, comme quoi, à chaque fois qu'on pose un truc chez Amazon, c'est pas la propriété d'Amazon. Mais, bon, là, pour l'instant, on a fait vraiment, au démarrage, c'était que du truc classique, SQL, machin, etc. Ensuite, on a fait des gros clusters, Hadoop, machin, voilà, boum. Puis là, maintenant, on a tout retransféré chez Amazon. Voilà, donc maintenant, chaque fois qu'on lance un truc en R&D, on fait attention parce que les compteurs tournent. Alors qu'avant, on s'est raté. Ça fait 48 heures que ça tourne. Non, vous ne pouvez pas, on va attendre. Bon, on a une alerte. Oui. Est-ce que vous faites comment pour monitorer vos modèles de prod? Vous avez des pipelines? Ah ben, là, pour l'instant, justement, l'objectif, c'est... en fait, on est deux. J'avais dit qu'on était très bestial. Donc là, quelque part, la vision, c'est tous les ans, on recalcule tout. Voilà. Donc c'est pas vraiment... parce que on compte, là aussi, c'est dans le monde pneumatique. Il ne va pas y avoir une révolution, quoique. En ce moment, on parle beaucoup d'électrique, machin, etc. Donc il y a des nouveaux éléments, des nouveaux problèmes qui sont associés. Mais bon, voilà, on a dit, pas besoin de s'ennuyer. Donc,
Après, le monitoring, ça serait si vraiment il y a une alerte par rapport à des gens qui disent bah non, là c'est quoi, ça commence à délirer, etc. Mais non. On a résolu le problème par. J'ai plusieurs questions. Déjà sur par rapport à RGPD, donc les données que vous scrapez, est-ce que par exemple, après éliminer toutes les données qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'il vous reste assez de données quand même? Ah oui, parce que, comment dirais-je, quand on scrape déjà, si on scrape un site internet, il n'y a pas d'information particulière sur la partie des individus, etc. Sur les blogs, on nettoie tout. C'est-à-dire que quelque part, tout est anonymisé, les noms, les machins, on s'en fout, en fait. Les personnes qui parlent, machin, c'est le cadet de nos soucis. Donc, on extrait que les posts. Et des sites qui disent qu'on ne peut pas réutiliser leurs données. Ah, ça par contre, on a quelqu'un chez nous qui s'appelle le légal. Et là, il dit non. Voilà, c'est pas possible. Voilà, il dit non. Après, il y a des sites, je ne citerai pas, des sites aussi de commerce, machin, etc., où dans leur truc, ce site a par exemple gagné un procès récemment. Bon, par rapport à ça, on le fait de dire, parce que globalement, ce qu'on n'a pas le droit, quelque part, c'est de dire j'aspire et je revends exactement ce que j'ai aspiré. S'il n'y a pas de plus-value par rapport à ce qui est aspiré, là, c'est totalement, c'est de la, comment dire, c'est du vol. Nous, on ne revend jamais ce qu'on a aspiré. On revend les produits matchés, qualifiés, etc., avec plein d'informations supplémentaires. Les textes comment dirais-je, des posts qu'on a reçus, comment dirais-je, le client, il ne voit jamais. Lui, ce qu'il veut, c'est les indicateurs. Bon, après, le client, c'est bizarre, machin, j'aimerais bien voir. Mais bon, après, il voit le poste, mais bon, c'est totalement anonymisé. Donc, il n'y a pas de lien de remonter vers la personne qui a. Rien. J'ai une autre question. Dans le topic modeling, il y a le nombre de topics. Ah ben, il se détermine automatiquement. C'est votre algorithme que vous avez développé qui a réussi à... Voilà, qui détermine effectivement automatiquement le nombre de topics le plus pertinent par rapport vis-à-vis de. Ah, C'est un des apports. bah oui, c'est un des apports de la obligatoire que définissez le sujet par rapport à l'amélioration. Voilà. Donc, vous voyez quand même des petits apports. Donc, il a fait une thèse. Des petits apports. Et après, pour la classification, s'il y a un nouveau topic qui apparaît. Ah ben, ça c'est. On va le voir. Bon. Ça c'est notre vision actuelle. On va déjà voir ce que ça va donner sur ces fameux produits. Puis on verra l'évolution, effectivement. Donc on refera tourner de temps en temps le topic modeling pour dire est-ce qu'il y a une évolution, etc. Justement, il y a ce fameux topic dynamique, là, dernière qu'il a fait. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore comment on va intégrer ça dans la classification. Parce que là, quelque part, un nouveau élément, très souvent, c'est en remplacement d'un topic qui s'éteint vis-à-vis d'autre chose. Bon, là, pour l'instant, fait comme si ce problème n'existait pas. Voilà. Pour l'instant, on va déjà voir si on a des éléments, des cas qui arrivent comme ça. Là, on pourra réfléchir. Mais pour l'instant, on est dans une mode déjà. Essayons d'appliquer sur un cas réel, donc sur un domaine qu'on ne connaît pas du tout, et voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est vraiment des trucs. Déjà, on sera déjà bien content si ça marche. Parce que sans obligation de qualification, ça serait déjà génial, enfin, quelque part. C'est un plus important. Parce qu'avant, la labellisation, c'était qui des gens qui étaient embauchés chez nous. D'accord. Qui labellisaient à la main. Donc, à un moment, il y avait 15 personnes. Qui faisaient que ça. Bon, il y avait d'autres choses quand même, parce que normalement. Hervé, le modérateur. Donc, voilà, ils faisaient d'autres choses. Ils surveillaient le marché, etc. Bon. Mais ils étaient multilingues. Il fallait aussi, il fallait qu'ils maîtrisent les langues, dont les 6 langues, etc. 6 langues. Donc, voilà. On était très
multiculturel. Tout simple. Là, c'est pas moi. C'est pas magnifique, mais... Bon. Ah, bah, c'est l'heure d'arrêter. C'est ça, c'est ça. Merci. Bon, allez. Voilà.